Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec Jean-François Robin, avec Dominique Carlac, avec Stéphanie Villers et avec Caroline Morisseau. On a 1 million d'apprentis en France au 1er janvier 2024. Ça marche très bien. Les entreprises adorent, notamment grâce à cette prime de 6 000 €. On était ce matin avec Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail. Elle veut supprimer les primes à l'embauche des apprentis pour les entreprises de plus de 250 salariés. Écoutez pourquoi. Parce que, en fait, l'argent public doit être incitatif. Je pense que pour continuer l'apprentissage, avec l'argent qui est mutualisé, les grandes entreprises vont le faire. Moi, si on peut tout garder, c'est très bien. Mais j'ai cru comprendre qu'on avait un petit problème de déficit public. Et donc, je pense que si on ne peut pas tout garder, il faut mieux réinvestir sur la formation des cuisiniers, des aides-soignants. Que les ingénieurs, quoi, en gros. Non, il faut les ingénieurs. Il faut aussi les ingénieurs. C'est un ascenseur social formidable, puisque aujourd'hui, 30% des jeunes en enseignement supérieur disent « j'aurais pas pu sans l'apprentissage ». Elle ne veut pas, Muriel Pénicaud, toucher à la question des bac+5 qui, eux, pourraient être exclus du dispositif. Non, elle veut aller sur les grandes entreprises. Pourquoi, Caroline ? Parce qu'elle considère que les grandes entreprises, même sans ces primes, continueraient de toute façon à embaucher ces apprentis. Et qu'en revanche, toucher à la question du diplôme, réduire la prime à l'apprentissage pour, par exemple, les bac+2 au lieu de bac+5, ça aurait des effets négatifs parce que c'est un formidable ascenseur social. Ça permet à des jeunes, ça a peu d'effet sur l'emploi, en fait. C'est parce qu'il les permet, ce sont de toute façon des gens qui, lorsqu'ils sortent d'études supérieures, auraient pu s'insérer sur l'emploi. En revanche, ça leur permet de faire des études qu'ils n'auraient pas fait sans ces primes à l'apprentissage. Et puis c'est aussi ce qui a permis de valoriser l'apprentissage et de faire en sorte que ce soit plus perçu comme une voie de garage, mais une voie royale, parce que des jeunes en études supérieures également passent par l'apprentissage. Dominique Carlac, 250, c'est une ETI, c'est pas Carrefour, quoi. On est quand même sur un petit seuil. Il faut déjà expliquer ce qui vient d'être dit. L'apprentissage, c'est une voie royale pour, 1, la professionnalisation, pour vous insérer dans le monde du travail, 2, pour la qualification. Effectivement, des jeunes qui sont en situation pas forcément précaire, mais classe moyenne ou petite classe moyenne, ils se seraient arrêtés à bac+2, alors que grâce à l'apprentissage, ils peuvent continuer dans des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce et aller jusqu'à bac+5. Donc qualification, professionnalisation. La deuxième chose, c'est qu'on a déjà gratté en 2022 800 millions d'euros sur l'apprentissage. On veut chercher à gratter. Or, c'est on a revu le niveau des primes. Ouais, c'est un investissement, l'apprentissage. C'est pas un coût, c'est un investissement pour réduire le chômage des jeunes et pour qualifier. Alors, le seuil de 250, pourquoi les entreprises sont friandes ? Parce que justement, ça permet de former et d'avoir les bonnes compétences. On pleure tous après le recrutement parce qu'il y a une adaptation des formations. Ça, pour une fois, on a un dispositif qui permet d'avoir les bonnes compétences au bon moment. Donc, peut-être y a-t-il, oui, des effets d'aubaine, mais il y a surtout une vraie contribution au plein emploi. Donc là-dessus, je ne vois pas pourquoi on va la gratter. Jean-François Robin, on ne touche pas à l'apprentissage ? Moi, si on pouvait, je n'y toucherais pas. C'est un vrai succès du gouvernement. On a 1 million d'apprentis. Comme on a besoin d'argent. Et voilà. Mais c'est rapport à l'argent. C'est le même problème, ouais. Et donc, non, effectivement, à partir du moment où on cherche de l'argent, il faut peut-être concentrer les finances publiques là où il y a un vrai effet. Et le vrai problème que disait Dominique, c'est encore le chômage chez les jeunes. Et donc, il faut concentrer là où est le problème. Or, je suis complètement d'accord sur l'effet un peu entraînement, qu'un jeune d'HEC soit en apprentissage, c'est super. Mais le taux de chômage de jeunes d'HEC, il est de 0, quoi. Donc, de toute façon, peut-être que ça en fait un modèle que lui fasse de l'apprentissage pour ceux qui sont en dessous, mais je pense quand même qu'il faudra mieux concentrer, faire un peu un bonus-malus, réduire les primes pour les surdiplômés et les concentrer sur ceux qui ont des vrais problèmes d'accès à l'emploi. Donc moi, je serais quand même assez facilement favorable à un peu baisser sur les plus qualifiés et baisser. Encore une fois, à partir du le taux de chômage baisse de façon très corrélée à votre niveau de qualification. Il n'y a pas de chômage chez les +5, il n'y a pas de chômage chez les +4. C'est plutôt sur les bac+2, voire sur les infrabac. Et donc c'est là qu'il faut concentrer l'apprentissage et mettre des moyens supplémentaires. Pourquoi pas faire du bonus-malus. On le baisse sur les surdiplômés et on l'augmente sur les moins diplômés, ceux qui ont le plus de problèmes pour avoir accès à l'emploi. Mais encore une fois, quelqu'un qui fait de l'apprentissage, à 2/3, il est embauché par la suite parce que ses qualifications correspondent à l'entreprise, parce qu'il est inséré dans l'entreprise. Ça a des problèmes peut-être sur la productivité du travail en France, ça cache peut-être quelque chose. Mais honnêtement, c'est un super dispositif, donc il ne faut surtout pas casser ce qui marche. Stéphanie Villers. Oui, ça a aidé, moi je pense, ces aides à l'apprentissage à changer les mentalités à la fois des jeunes et aussi des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ont vu un intérêt à embaucher des apprentis à tous les niveaux de diplôme. Aujourd'hui, mais même pour les diplômés bac+4, bac+5, il y a quelques années, l'apprentissage, c'était pas réservé à eux. Aujourd'hui,
aujourd'hui, on voit que ça fonctionne. Les entreprises ont pris le pli, c'est-à-dire que maintenant, elles veulent embaucher avec ce type de contrat à tous les niveaux. Et effectivement, étant donné que plus on est diplômé, plus on a des facilités à intégrer l'emploi, on peut quand même essayer de tenter de faire des économies de ce côté-là. Il y a un côté, Caroline, on voulait ressembler à l'Allemagne, ça nous est rêvé l'apprentissage en Allemagne. On y arrive un peu, ne touchons pas au dispositif. Ouais, sauf qu'on est un peu victime du succès du dispositif, quoi. Enfin, c'est quand même un dispositif qui coûte hyper cher. L'apprentissage, c'est 17 milliards d'euros par an, dont 5 milliards liés à ces primes. Donc oui, on l'a un peu raboté, on est allé chercher quelques centaines de millions d'euros, mais ça coûte encore extrêmement cher. Une grosse différence avec l'Allemagne, c'est que nous, notre déficit, c'est 5,5, l'Allemagne, c'est 0. C'est ça. Donc eux, ils ont les moyens de faire l'apprentissage et pas nous, c'est ça que vous voulez dire. Encore une fois, il faudrait mettre plus pour l'apprentissage. Le sujet, c'est un vrai succès. Mais... pas de savoir si ça fonctionne. Ça fonctionne super bien, c'est un magnifique dispositif. Le sujet, c'est de savoir si ça pourrait pas fonctionner en dépensant un peu moins, quoi, parce qu'on est quand même dans des logiques budgétaires et des comptes. Sachant que le 17% de chômage des jeunes, il coûte un maximum à la nation. Oui, mais c'est pas les. Oui, mais là, ça va être les jeunes sans qualification, peut-être. Oui, mais justement, l'apprentissage, on le voit à chaque fois, permet de la qualification. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les grosses entreprises vont cesser d'embaucher des apprentis sans ces primes? C'est ça le sujet. Une grosse entreprise, notamment industrielle, quand elle est dans un plan d'investissement, elle accompagne son plan d'investissement d'un plan de formation. Elle a besoin de jeunes qualifiés et donc c'est une chaîne complète. Investissement matériel, investissement formation. Mais elle en a tellement besoin, Dominique, aujourd'hui, justement. Elle en a tellement besoin de ces jeunes, de cette formation, que de toute façon, elle investit. Il y a un vrai effet d'aubaine quand même. Elle a besoin de gens formés. Oui, mais il y a un vrai effet d'aubaine. Aujourd'hui, des grandes entreprises qui prennent en apprentissage des... Mais encore une fois, moi, je ne pense pas que c'est d'avoir zéro subvention, c'est d'en avoir beaucoup moins. On peut vraiment les concentrer. Mais aujourd'hui, des très grandes entreprises, des banques, des grandes industries qui bénéficient de ça, je me tire dans le pied, mais je pense qu'il y aurait de toute façon, on chercherait de toute façon à attirer des jeunes. Vous en avez plein au bureau, c'est ça? Mais oui, bien sûr, on les utilise, c'est un super dispositif, on les forme, ils restent avec nous, ils nous sont piqués par la concurrence, mais c'est comme ça que ça marche. Mais honnêtement, c'est un super dispositif, mais on le ferait de toute façon parce que c'est un super dispositif. Moi, je suis ravi qu'il y ait des jeunes qui soient formés dans mes équipes. De toute façon, je l'utiliserai. C'est un super dispositif. Je l'utiliserai même s'il y avait moins de subventions. Je ne devrais pas le dire. Engagement est pris sur ce plateau. Jean-François Robin, on ira vérifier. Je continuerai l'apprentissage. Dans votre bureau. C'est la bonne nouvelle de la matinée. La première estimation de la croissance au premier trimestre, 0,2%. L'INSEE attendait 0. Donc c'est toujours ça de prix. On était il y a quelques instants avec Jean-Luc Tavernier, le directeur général de l'INSEE. Écoutez. Et 0,2, c'est une bonne surprise, en effet, par rapport à ce qu'on prévoyait. La Banque de France était à 0,2, donc il faut leur rendre hommage. Ouais. Ils avaient bien prévu. Les enquêtes étaient moroses tout au long de l'hiver. Ça vient, mais enfin, globalement, c'est quand même des enquêtes qui sont assez moroses. Ça pointait plutôt sur une croissance faible, voire nulle. Bon, 0,2, c'est effectivement une bonne surprise. En fait, on a deux forces à l'œuvre. On attendait une reprise de la consommation avec de la reprise du pouvoir d'achat. Et puis, par contre, la force antagoniste, c'est le fait que les taux d'intérêt sont toujours élevés et ça pèse sur l'investissement. Alors, la consommation est un petit peu meilleure que ce qu'on prévoyait. Elle se réveille effectivement. Plus 0,4. 0,4. On prévoyait 0,3, vous voyez. Beaucoup de consommation en plus dans le secteur des services, donc avec peu de contenu en importation. Donc c'est plutôt favorable à la croissance. C'est le retour du consommateur, Stéphanie Villers. Oui, en fait, c'était ce qui était prévu. Rappelez-vous, l'année dernière, en fait, le consommateur n'avait pas été là au rendez-vous parce que, justement, il y avait toujours cette inflation. On s'attendait en fin d'année à un rattrapage progressif des salaires par rapport à l'inflation, avec une inflation qui allait petit à petit diminuer. Et puis voilà, en fait, la mécanique se met en place, le pouvoir d'achat progresse légèrement et les consommateurs qui avaient été pénalisés par le passé ou qui avaient pu mettre de côté, parce que je rappelle quand même que l'épargne a quand même bondi en France, eh bien revient et augmente le niveau de dépenses. Et ça, c'est un message adressé aux entreprises qui est extrêmement rassurant, parce que les entreprises avaient énormément investi l'année dernière et cette année, elles se sont dit, on va quand même lever un peu le pied, parce que bon, c'est bien d'investir, mais si nos carnets de commandes et notre chiffre d'affaires n'arrivent pas à progresser, ça risque d'être des pertes supplémentaires. Et donc là, c'est un message super positif qui est adressé aux entreprises. Rien que pour la confiance. Absolument, c'est comme ça que ça marche. Il fallait un regain de confiance de ce côté-là pour que les entreprises se disent, OK, on a bien fait de ne pas continuer des hausses de prix pour faire revenir le consommateur. Et petit à petit, c'est ce qui est en train de se passer. Les chiffres de l'inflation qui tombent à l'instant, ralentissement encore 2,2% sur un an en avril. Encore une bonne nouvelle, Jean-François Robin. Ça va, je pense, continuer sur ce scénario, que ça va
continuer à faire progresser la consommation par rapport à l'année dernière. Hein. On a exactement ça. La consommation fait plus 0,4 au premier trimestre, notamment parce qu'on regagne du pouvoir d'achat. On n'a plus ce choc de confiance, un peu de sidération face à des prix qui explosaient l'année dernière. Au contraire, on reprend un peu de pouvoir d'achat. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Le consommateur, et ça pourrait commencer un peu à faire baisser le taux d'épargne. Et à ce moment-là, nous, on a fait le fameux 1,1 de croissance attendue cette année parce qu'on peut voir un peu de consommation reprendre au fil de l'eau. Moi, je vois pas le taux de chômage exploser avec les Jeux Olympiques, etc., etc. Donc, on est plutôt dans ce scénario côté consommation. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on voit que l'investissement est un peu en train de redémarrer. Et ça se retrouve aussi, nous, dans les indicateurs avancés qu'on utilise. Là, on voit notamment côté activité industrielle et manufacturière, des choses qui s'améliorent. Et pas seulement en France, d'ailleurs, en Allemagne aussi. Depuis 3 mois, on est en train de voir un petit peu, ça rebondit. Et ça, on ne l'a pas encore complètement dans les chiffres du T1. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que dans les T1, il y a aussi toute cette histoire de baisse de la consommation automobile. Parce que vous vous souvenez, on avait eu des problèmes avec les attaques, avec ce qui se passe au Proche-Orient, tous les porte-containers qui avaient été obligés de contourner le cap de Bonne-Espérance, blablabla. Là, il y a eu des rachats de flotte, nous disait le patron de l'INSEE. On a quand même des effets techniques qui sont en train de plomber encore dans ces chiffres-là. Donc on peut espérer que le T2 soit même un petit peu meilleur. On suivra l'indicateur avancé de Natixis parce que le 0,2 on l'avait bien vu et on verra ce que disent mes data scientists. Mais pour l'instant, nous on voit des trucs pas si mauvais que ça. Pas génial, mais franchement, on est sur une trajectoire autour de 1. Dominique Carlac, derrière ces chiffres, quel est le climat des affaires? J'aime bien la chute de Jean-François, pas génial, parce qu'en effet, l'économie française tardait à envoyer des signes positifs de reprise et le climat était quand même assez morose. On avait commencé l'année sans tonus, c'était quand même assez atone. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. D'avoir 0,2, on s'y attendait pas, donc on est content. Et d'autre part, on a en perspective les Jeux Olympiques qui vont booster la consommation, notamment dans les services. Après, côté climat des affaires dans les entreprises, moi je note quand même 3 choses. Dans le bâtiment, le moral des chefs d'entreprise du bâtiment, il a baissé de 2% au mois d'avril. Donc il y a quand même une crise qui est installée et qui fait que... Pourtant, les chiffres sont pas si mauvais là, de l'INSEE sur le bâtiment, notamment grâce aux Jeux Olympiques qui a permis quand même un certain nombre de travaux publics. Mais le moral, si vous voulez, un chef d'entreprise qui a 20 personnes à Tarbes, il ne le voit pas forcément, l'impact. Donc je parle du moral global de la profession, premier sujet. Deuxième sujet, l'opinion des industriels. Le carnet de commandes, ils ne sont pas encore hyper remplis. Donc on est prudent, en fait. On dit ça bouge, mais on est prudent. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une étude qui est sortie récemment sur les ETI, donc les fameuses entreprises de taille intermédiaire, les plus de 250 et les moins de 5000, qui dit finalement, comparativement à il y a un an, on n'est pas aussi bien qu'il y a un an. Donc voilà, il faut rester prudent. On est content d'avoir des bonnes nouvelles parce que je suis d'accord avec vous, ça incite à avoir un climat plus de confiance. Mais pour l'instant, de la fenêtre des chefs d'entreprise, ça ne décolle pas encore tout à fait. Stéphanie? Alors oui, nous on interroge plutôt les grandes entreprises, donc elles sont effectivement plus à l'écoute et elles se rassurent peut-être plus rapidement que les petites entreprises. Et le signal était clair, elles attendaient le consommateur en fait. Et en fin d'année, c'était quand même ce qu'elles nous disaient. Elles étaient un peu toujours dans les starting blocks parce qu'il y a toute l'investissement repart dans les nouvelles technologies, même si avec l'IA, on voit des investissements assez forts. C'est à la fois fort, à la fois il y a quand même des subventions qui pleuvent du côté de l'Union européenne qui sont en soutien de ces entreprises, même si en fait c'est aussi, on voit, c'est une situation à 2 vitesses, c'est-à-dire que les grandes entreprises arrivent en fait à puiser dans les subsides de l'Union européenne, donc ce qui déclenche en fait un investissement supplémentaire, alors qu'effectivement on voit que les PME ETI ont du mal en fait à se mettre en ordre de marche pour aller récupérer les aides et pour continuer à investir plus massivement dans les secteurs de transition écologique et dans le numérique. Jean-François, Stéphane disait, les grandes entreprises attendaient le consommateur, elles attendent aussi la Banque Centrale Européenne. Oui, alors les grandes entreprises, je pense qu'elles sont évidemment très liées à ce que fait la Banque Centrale Européenne, parce qu'elles se refinancent sur les marchés notamment, etc., plus que les PME. Les PME dépendent plus que de leur banque, mais là aussi, les conditions de financement avec les baisses de taux qui arrivent commencent un petit peu à s'améliorer, même si on est largement dans une meilleure situation que l'année dernière. Moi, je suis intervenu au Salon des PME là, à Marseille il y a 15 jours. Les PME, le sentiment, il est quand même pas non plus trop morose. Aujourd'hui, c'est quand même des boîtes qui grossissent. Et d'ailleurs, dans les chiffres de l'INSEE de ce matin, on voit
voit l'hôtellerie-restauration. Ouais. Ça, c'est vraiment typiquement les TPE, PME. Alors qu'on n'a pas encore eu les JO. Et voilà, précisément ce que j'allais dire. Alors, c'est que tout ce truc-là va devoir, probablement continuer au fil des trimestres. Normalement, ouais. S2 devrait être meilleur que S2. On va y arriver au 1% attendu tant par le gouvernement et même peut-être plus selon Natixis, évidemment. Automobile, on en parle avec ces voitures électriques. Les efforts européens pour contrer la concurrence chinoise sont loin d'être suffisants. C'est l'analyse du cabinet de recherche Rhodium qui estime que l'Union européenne devrait augmenter ses droits de douane jusqu'à 50% sur les voitures chinoises si elles veulent rester dans la course. Justine Vassogne. L'offensive de Bruxelles est bien trop timide. Selon Rhodium Group, l'enquête de la Commission européenne lancée en octobre pourrait déboucher sur une augmentation des droits de douane pour les véhicules chinois importés en Europe. Aujourd'hui fixé à 10%, il pourrait grimper jusqu'à 30%. Pas assez pour dissuader les constructeurs, estime Rhodium, qui préconise des tarifs douaniers à 40 voire 50%. BYD, par exemple, vend son SUV Siliu 20 000 € en Chine, 42 000 € en Europe, avec des droits de douane à 30%. Il dégagerait toujours 4 700 € de plus selon les calculs de Rhodium. On a de la marge sur la marge, nous glissait un cadre de BYD il y a quelques semaines. L'entreprise chinoise maîtrise en effet 95% de sa chaîne de valeur, un avantage qui pourrait même lui permettre, selon Rhodium, de baisser ses prix sans perdre d'argent en Europe. Un luxe que tous ne peuvent pas s'offrir, avec des droits de douane à 15%. Tesla, par exemple, ne dégagerait plus aucune marge sur ses voitures produites à Shanghai et vendues en Europe. 50% de droits de douane, on y va? Seul moyen de sauver notre industrie automobile européenne, Stéphanie? Moi, je pense que c'est une bonne piste, parce que je vous rappelle que d'ailleurs la Chine a fait la même chose pour un autre secteur. Lorsque les GAFAM sont arrivés, ils ont effectivement bloqué les frontières pour faire la même chose et construire leur BATX, et ça a fonctionné. Pourquoi pas l'Europe? Pourquoi elle ne s'engagerait pas à protéger son industrie pour la développer? On y va, Jean-François Robin? Ah oui, alors il y a toujours, en 2 secondes, il y a le débat, c'est que c'est pour l'instant le contribuable chinois qui finance les subventions qui permettent aux Européens d'avoir des voitures électriques pas chères et donc d'accélérer la transition. Ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est à base de dumping et qu'ils vont tuer l'industrie automobile européenne et qu'il n'y aura plus. Et qu'ensuite, le principe de dumping, c'est que vous remontez vos prix. Bien sûr. Donc évidemment, moi, je suis pas partagé. Je suis assez pour ce qu'on corrige le dumping par des droits de douane, ce qui va favoriser plutôt les constructeurs qui se sont localisés et relocalisés en Europe. Typiquement, un Renault, ce sera mieux de produire la R5 en France plutôt et qu'évidemment la Duster ou la Dacia qui est faite en Chine. Il nous reste 10 secondes, Dominique. Il faut rééquilibrer, mais il faut faire attention. On parle du véhicule électrique, 20% de part de marché chinoise. Et attention, nous, côté véhicule électrique, on est dépendant des approvisionnements en matières premières de la Chine. Donc il faut qu'on trouve des accords commerciaux avec l'Australie, avec les États-Unis, pour être sûr d'avoir une chaîne de valeur. Ça tombe bien, nos gigafactories sont en train d'ouvrir l'année prochaine. Voilà. Donc tout ça se met en place aussi. Que des bonnes nouvelles. Merci à tous les trois d'être venus débriefer la matinale ce matin.